As-tu déjà pris le temps de réfléchir à combien de fois tu as laissé la vie te porter? Combien de fois as-tu été prisonnier de tes propres excuses, de ta peur de l'échec ou du confort de ce que tu connais? Nous vivons à une époque où, bien que le monde nous demande de prendre le contrôle de nos vies, nous restons coincés dans un cycle de paralysie mentale, émotionnelle et physique. Nous croyons que ce sont les circonstances qui nous définissent, mais ce n'est pas le cas. La réalité est que c'est nous qui décidons comment réagir face à elles. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté n'arrive que lorsque nous sommes capables d'assumer l'entière responsabilité de notre vie. Elle nous met au défi d'arrêter de blâmer les autres, les situations ou le destin, et de prendre les rênes avec une détermination totale. Il est temps d'arrêter d'attendre que les choses changent par magie. Il est temps d'arrêter de chercher des excuses pour ne pas avancer. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui te mènera à une vie authentique, libre et puissante. Cette vidéo est conçue pour t'aider à te libérer des chaînes invisibles qui te retiennent, pour que tu laisses derrière toi ce qui te limite et que tu affrontes le monde avec une nouvelle mentalité, une mentalité stoïcienne. Ici, tu apprendras comment brûler la carte des excuses, marcher avec un but au milieu de l'incertitude et briser le silence de ta paralysie. Parce que ce qui te bloque ne sont pas les circonstances, ce qui te bloque, c'est toi-même. Il est temps d'arrêter de vivre en mode automatique et de commencer à agir de manière consciente. Il est temps de transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur, avec la philosophie stoïcienne comme guide le plus clair et le plus percutant. Tu es sur le point de faire le premier pas vers une version de toi-même plus forte, plus sage et plus libre. 1. Brûle la carte des excuses. Imagine que tes excuses sont un vieux parchemin couvert de poussière, une carte froissée qui t'a promis des routes faciles vers le confort. Chaque fois que tu la déplies, tu trouves des sentiers dessinés qui te murmurent des mots doux. Tu ne peux pas, c'est trop difficile, demain peut-être. Ce parchemin te trahit. Il t'a gardé enfermé au même endroit, nourrissant ton immobilisme et ta peur. Aujourd'hui, il est temps de lui mettre le feu. Quand tu décides de brûler cette carte, il ne s'agit pas d'un acte symbolique léger. C'est une déclaration de guerre à tout ce qui te retient. Tes pensées paresseuses, ces voix internes qui se complaisent dans le doute et le conformisme, perdent leur force quand tu reconnais qu'elles n'ont plus leur place. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre plus grande chaîne est mentale. Tenir des justifications est comme porter un sac à dos plein de pierres. Chaque « mais » que tu prononces ajoute du poids et réduit ta capacité à avancer. La leçon ici est brutalement claire. Assume l'entière responsabilité de ta vie. Il n'y a pas de place pour pointer du doigt les circonstances extérieures ou le comportement des autres. Si quelque chose ne fonctionne pas, la question n'est pas « pourquoi moi ?», c'est « qu'est-ce que je fais pour perpétuer ce problème ?» Lâcher la carte des excuses n'implique pas d'ignorer les difficultés réelles, mais de reconnaître que le seul vrai contrôle réside dans ta réaction. C'est la base du stoïcisme. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu ajustes les voiles. Pratiquer ce principe au quotidien signifie affronter l'inconfort sans reculer. Si ton projet avance à pas de tortue et que tu préfères Netflix, demande-toi si cette distraction est ton allié ou ton bourreau. Quand tu te livres à la répétition de la même phrase défaitiste « je n'ai pas le temps », démonte cet argument, divise tes heures, priorise et fais en sorte que chaque minute compte. N'accepte pas de demi-vérité. « Je travaille beaucoup » n'est pas une excuse. C'est une condition qui exige de la discipline. L'agressivité à ce stade n'est pas une crise de colère, mais une ferme conviction que tu mérites plus. Ta vie exige d'agir avec force. Si une habitude te nuit, manger compulsivement, procrastiner, te plaindre sans chercher de solution, prends conscience de ce schéma et expulse-le. Comme un chirurgien qui élimine un tissu malade, tu dois extirper les excuses pour que l'énergie positive puisse circuler. Ne laisse pas ton esprit devenir un chat de réclamation. Transforme-le en un atelier de solutions. Chaque matin, pose-toi un petit défi mais stimulant.
Présente-toi avec un objectif concret et sans mais. Aujourd'hui, je vais écrire ce rapport sans me distraire, ou je vais organiser mon espace de travail avant de regarder mon téléphone. Si tu échoues, rappelle-toi-le durement et relève-toi immédiatement. L'autocompassion ne fait qu'étendre la prison de tes excuses. Le stoïcisme propose que l'erreur fait partie du processus, mais rester à se lamenter, c'est la perpétuer. En brûlant la carte des excuses, tu crées un espace blanc pour tracer ton propre chemin, un chemin fondé sur l'action constante et la conviction que tu es responsable de chaque pas. N'attends pas la permission, ne cherche pas de justification. La vraie liberté ne s'obtient que lorsque tu cesses de te réfugier derrière des arguments faibles. Cette première étape est la plus crue et la plus puissante. Elle exige du courage, admet ton rôle dans l'impasse et te pousse à reprendre le contrôle. À la fin, tu découvriras que sans ce vieux parchemin usé et déchiré, il n'y a plus de route tracée qui te mène à l'échec. Il ne reste que le terrain ouvert, prêt pour que tu le conquières, sans excuse, avec détermination et l'esprit stoïcien bien haut. Marche même si le chemin n'est pas clair. Marcher dans le brouillard est l'un des actes les plus courageux que tu peux faire. Quand le paysage est couvert, quand il n'y a pas de signes, ni de raccourcis, ni de chemin balisé, tout en toi veut rester immobile. Ton esprit cherche des certitudes, des directions claires, des garanties de succès. Mais la vie n'offre pas cela. Le brouillard représente cette partie de l'existence où tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment les choses vont se passer, tu ne sais pas si tu vas dans la bonne direction. Et pourtant, il y a quelque chose que le stoïcisme crie avec force à ce moment-là. Continue d'avancer. Parce que si tu t'arrêtes pour attendre que le brouillard se dissipe complètement, tu peux rester immobile toute ta vie. La clarté n'arrive pas avant l'action, elle arrive après. Le mouvement génère la direction. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, dégage un peu plus le chemin. Il ne s'agit pas de savoir exactement où tu vas, mais de marcher avec intention, de ne pas te trahir en restant immobile par peur. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal que tu franchis le seuil vers l'inconnu et c'est précisément ce dont tu as besoin. Les stoïciens comprenaient que la vie est faite d'incertitudes. Épictète disait que nous ne devrions pas nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais de la façon dont nous y répondons. Tu ne peux pas contrôler si tout se passera bien, mais tu peux choisir d'agir quand même. Au lieu de construire des châteaux d'anxiété dans ton esprit, tu peux te concentrer sur le prochain pas. Juste un, puis un autre. Tu n'as pas besoin d'avoir la carte entière pour te déplacer. Tu as juste besoin de la décision d'avancer sans dépendre de la certitude absolue. Beaucoup sont paralysés en attendant le moment parfait. Ils attendent d'avoir tout sous contrôle, toutes les réponses, la motivation suffisante, la validation externe. Mais ce moment n'existe pas. Le perfectionnisme est l'excuse déguisée en vertu. Si tu attends d'avoir tout clair, tu resteras au même point pendant des années. Le chemin n'apparaît que lorsque tu bouges. C'est dans le mouvement que la direction se clarifie, que tes compétences grandissent, que ta véritable force s'éveille. Appliquer cela dans la vie quotidienne ne signifie pas agir sans réfléchir, mais ne pas laisser le doute devenir paralysie. Si tu ne sais pas par où commencer, commence par ce que tu as devant toi. Si tu ne sais pas quelle décision prendre, choisis celle qui te sort de la zone de confort. Parce que rester dans le connu par peur de l'inconnu est une façon subtile de te trahir. La stagnation est aussi un choix, et souvent le pire. Marcher dans le brouillard nécessite du courage, pas de la perfection. Il nécessite de la volonté, pas des garanties. Ce n'est pas un acte de foi aveugle, mais une démonstration de force intérieure. Chaque jour, tu fais face à des décisions qui n'ont pas de réponse définitive. Quoi étudier? À quoi consacrer ton temps? Avec qui partager ta vie? Comment te réinventer? Personne n'a la formule correcte, et ceux qui prétendent l'avoir sont aussi en train de deviner. La différence réside dans qui bouge et qui se cache derrière l'illusion du contrôle total. Quand tout semble confus, quand les options ne sont pas claires, quand ton esprit te dit d'attendre un peu plus, ne l'écoute pas. Fais un pas.
peu importe s'il est petit, maladroit ou incertain. Un pas incertain est beaucoup plus précieux qu'une décision reportée éternellement. La clarté que tu désires tant n'apparaît que lorsque tu te prouves à toi-même que tu peux avancer, même lorsque tu ne vois pas au-delà de quelques mètres. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'attente, c'est une philosophie d'action. Parce que le temps passe de toute façon, que tu bouges ou non. La différence est que, si tu marches, même dans l'obscurité, tu commences à forger une vie différente. Une vie qui ne dépend pas de tout être parfaitement aligné, mais de ta capacité à avancer au milieu du chaos, du bruit et de la confusion. Marche, même si tu ne vois pas la fin, même si tu ne sais pas ce qui viendra. Parce que l'important n'est pas de savoir où tu vas, mais d'avoir le courage de ne pas rester où tu es. 3. Brise le silence de ta paralysie. Imagine que tu es coincé dans une pièce sans porte, sans fenêtre, sans sortie visible. Mais ce n'est pas une vraie prison, c'est une prison faite de tes pensées, de tes doutes, de tes peurs, de tout ce que tu t'es. L'air devient lourd, le temps s'arrête, et plus tu attends, plus il devient difficile de bouger. C'est ça, la paralysie. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de pensées non résolues, d'émotions refoulées, de vérités non dites. Et tout commence dans le silence. Dans ce silence où tu te répètes encore et encore la même chose, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas échouer, peut-être que je ne suis pas assez. Ce silence est confortable au début, mais il devient un piège mortel si tu ne le brises pas. Briser ce silence ne signifie pas crier ou chercher de l'attention. Cela signifie avoir le courage de parler à toi-même avec une brutalité honnête, de mettre en mots ce qui te bloque, d'arrêter de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Le stoïcisme ne propose pas de cacher la douleur, il propose de l'affronter. Il ne te demande pas de faire le fort, il te demande d'être courageux, de ne pas te cacher derrière des phrases vides ou de faux sourires. Parce que plus tu restes silencieux envers toi-même, plus la racine du problème devient profonde. Il y a des moments où ne pas avancer fait plus mal que d'échouer. Et pourtant, beaucoup de personnes préfèrent rester immobiles, se justifiant par le « ce n'est pas encore le moment », alors que la vérité est qu'elles ne veulent pas regarder en elles-mêmes. Mais la vie ne se transforme pas depuis le confort. La transformation commence quand tu brises ce silence interne qui te maintient gelé. Quand tu dis enfin ce que tu n'osais pas dire. Quand tu reconnais ce que tu as évité pendant des semaines, des mois ou même des années. C'est le véritable premier pas vers tout changement réel. Parler à toi-même n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est te regarder en face et admettre tes peurs, tes erreurs, tes désirs les plus profonds. C'est te donner la permission de ressentir ce que tu ressens sans le déguiser. Parce que plus tu le nies, plus tu lui donnes de pouvoir. Le stoïcisme enseigne que l'émotion n'est pas l'ennemi, mais que le manque de maîtrise l'est. Et tu ne peux pas maîtriser ce que tu ne te permets même pas de reconnaître. Dans la vie quotidienne, briser le silence de ta paralysie signifie oser agir sans avoir tout résolu. Cela signifie arrêter de te cacher derrière le téléphone, le travail, les réseaux sociaux, le bruit extérieur. Cela signifie prendre 10 minutes par jour pour te demander sincèrement « Qu'est-ce que j'évite d'affronter ? De quoi ai-je peur et pourquoi je continue à le repousser ?» Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de la volonté d'affronter les questions. Peut-être que tu te sens coincé depuis un certain temps, coincé dans une routine qui ne te satisfait pas, dans une relation qui ne te nourrit pas, dans un environnement qui t'éteint. Mais tu ne fais rien. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que le silence est plus facile que le conflit. Parce que parler clairement peut déranger les autres, mais surtout, cela te dérange toi. Cela te force à regarder ce que tu ne veux pas voir. Cela te force à arrêter de te mentir à toi-même. Et ce moment, bien qu'inconfortable, est celui qui initie tout changement profond. Le silence interne qui n'est pas brisé devient un mur. Un mur que tu construis toi-même chaque fois que tu choisis de ne pas faire, de ne pas dire, de ne pas agir. Et ce mur devient si haut qu'à un moment donné, tu ne vois plus ce qu'il y a de l'autre côté.
C'est pourquoi chaque parole honnête que tu te dis est une brique en moins. Chaque décision prise avec courage est une brèche qui s'ouvre. Tu n'as pas à démolir le mur d'un seul coup, tu as juste à oser faire une fissure. Briser le silence de ta paralysie n'est pas un choix confortable, mais c'est le plus nécessaire, parce que tant que tu ne parles pas à toi-même avec vérité, tu resteras coincé au même endroit. La liberté commence quand tu décides d'arrêter de te taire l'essentiel, quand tu te confrontes sans masque et que tu agis sans attendre que les conditions soient idéales. Parle à toi-même comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. 4. Efface le « je ne peux pas » de ton vocabulaire interne. Pense à ton esprit comme à un champ fertile, capable de donner vie à tout ce que tu y sèmes. Maintenant, imagine que, au lieu de planter des graines de force, de volonté et de décision, tu as semé un seul mot empoisonné, « je ne peux pas ». Au début, il semble inoffensif, comme une simple façon d'exprimer tes limites. Mais avec le temps, ce mot se transforme en une mauvaise herbe qui s'étend sur tout le terrain, étouffant chaque tentative de croissance, flétrissant tes idées, tes plans, tes rêves. Tu le répètes tellement de fois qu'il finit par sembler vrai, alors qu'en réalité, c'est juste une programmation que tu as installée toi-même. Une programmation que tu peux effacer. Le « je ne peux pas » ne vient pas de l'incapacité réelle, il vient de la peur, de l'habitude, de la voix intérieure que tu as appris à écouter sans questionner. C'est la phrase préférée de l'esprit confortable, de celui qui évite l'effort, de l'ego qui craint d'échouer. Mais le stoïcisme ne laisse pas de place à ce langage. Pour les stoïciens, ce qui compte n'est pas de savoir si tu peux tout faire, mais si tu es prêt à faire ce qui te revient, ce qui dépend de toi. Il ne s'agit pas de nier tes limites, il s'agit de cesser de te rendre à elles sans avoir lutté. Et cela commence par le langage que tu utilises, surtout celui que tu utilises avec toi-même. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu envoies un ordre à ton système nerveux. Tu affirmes une limite que tu n'as probablement même pas testée. C'est comme vivre à l'intérieur d'une cage dont la porte a toujours été ouverte, mais tu ne t'approches même pas pour le vérifier. Le langage façonne la réalité, et si tu répètes un mensonge assez longtemps, ton corps et ton esprit commencent à agir comme si c'était vrai. Le stoïcisme t'appelle à avoir le contrôle sur toi-même, et ce contrôle commence par les mots que tu choisis chaque jour. Effacer le « je ne peux pas » signifie le remplacer par des affirmations qui te poussent au lieu de te freiner. Il ne s'agit pas d'utiliser des phrases vides d'auto-assistance. Il s'agit de te parler comme une personne qui se respecte. Dire « je vais essayer, je vais chercher une façon, je vais m'améliorer » change déjà l'énergie avec laquelle tu affrontes les choses. Parce que si tu ne crois pas en toi, qui le fera? Si tu ne te donnes pas l'opportunité, personne ne te la donnera. Le monde ne s'arrête pas pour ton insécurité, alors tu as besoin de t'entraîner pour avancer même si tout tremble à l'intérieur. Dans la vie quotidienne, cela implique de petits actes de résistance face à ton ancienne façon de penser. Si tu te découvres en train d'éviter une situation avec un « je ne peux pas », arrête-toi, questionne-le, écris-le. Demande-toi si c'est une barrière réelle ou une excuse déguisée. Demande-toi si tu as déjà essayé avec toute ton énergie, ou si tu as simplement fait un effort superficiel en espérant confirmer ta propre croyance limitante. Changer ton langage interne n'est pas un exercice esthétique, c'est un outil de transformation profonde. Il se peut que dans le passé, tu aies échoué, que tu n'aies pas su comment agir, que d'autres t'aient convaincu que tu n'étais pas capable. Mais chaque jour, tu as la possibilité de réécrire ton récit. Personne ne naît avec la mentalité stoïcienne. Elle se construit, elle s'entraîne, elle se choisit. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple et puissant que d'arrêter de dire « je ne peux pas » et de commencer à dire « je vais le faire », même si ce n'est pas facile, même si je ne suis pas prêt, même si je me trompe en cours de route. Supprimer le « je ne peux pas » ne signifie pas que tu vas toujours tout réussir. Cela signifie que tu arrêteras de te saboter avant même d'essayer. Cela signifie que tu te donnes l'opportunité de découvrir de quoi tu es réellement fait. Cela signifie que tu commences à vivre avec le courage de celui qui sait que le plus grand obstacle n'a jamais été à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Et si tu peux changer ta voix intérieure, tu peux tout changer. 5. Arrête de demander la permission d'exister. Imagine que tu es un feu allumé au milieu d'une pièce remplie de fumée. Ta lumière est là, ta chaleur est là, mais toute cette fumée représente les opinions, les critiques, les attentes des autres, tout ce qu'on t'a dit que tu devrais être ou ne pas être. Chaque fois que tu demandes la permission de bouger, de parler, de rêver, de te montrer tel que tu es, cette fumée devient plus dense, et toi, tu deviens plus petit. Le feu reste vivant, mais de plus en plus éteint par la peur de déranger, par le désir de s'intégrer, par ce besoin absurde de validation externe. Et il arrive un moment où tu ne peux plus respirer, non pas par manque d'oxygène, mais par excès d'autocensure. Vivre ainsi n'est pas vivre, c'est survivre en mode silencieux. Demander la permission d'exister est une habitude si courante que nous ne la remarquons même pas. Elle se déguise en prudence, en respect, en humilité. Mais en réalité, c'est une forme de reddition. Quand tu t'adaptes à ce que les autres attendent sans le remettre en question, tu abandonnes ta voix, ton jugement, ton pouvoir. Le stoïcisme t'apprend que la vie ne consiste pas à plaire à tout le monde, mais à vivre en cohérence avec tes valeurs, tes principes, ce que tu sais au fond de toi qui est juste pour toi. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle secondaire dans l'histoire des autres. Tu es ici pour prendre ta place avec fermeté, sans t'excuser d'être qui tu es. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de l'approbation des autres pour agir, comme si la valeur de leurs décisions dépendait des applaudissements extérieurs. Mais c'est le chemin le plus rapide vers une vie vide. Si tout ce que tu fais, tu le fais pour plaire, tu finis par te perdre. Et le plus grave, c'est que même quand tu obtiens cette approbation, elle n'est jamais suffisante. Il y a toujours quelqu'un que tu déçois, toujours une critique, toujours un regard qui juge. Alors, pourquoi continuer à livrer ta vie au jugement des autres? Pourquoi continuer à attendre qu'on te dise « oui, tu peux ». Au quotidien, arrêter de demander la permission d'exister signifie commencer à faire ce que tu sais que tu dois faire, même si cela ne plaît pas aux autres. Cela signifie poser des limites claires, même si cela dérange. Cela signifie défendre tes idées, même si personne ne t'applaudit. Cela signifie t'habiller comme tu le souhaites, parler avec ta vraie voix, prendre des décisions inconfortables mais authentiques. Et surtout, cela signifie arrêter de te justifier pour tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque chose que tu fais, tu n'es pas obligé de donner des excuses pour choisir ce qui te fait du bien. La liberté commence quand tu arrêtes de vivre avec la peur d'être rejeté. Quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'être compris par tous. Que vivre avec dignité implique de marcher avec assurance, même si tu te retrouves seul. Le stoïcisme est une philosophie de force intérieure, d'identité ferme, non façonnée par la foule. Si tu attends que tout le monde t'approuve, tu te perdras dans une mer d'opinions qui ne seront jamais totalement en ta faveur. Chaque fois que tu te réprimes, que tu baisses la tête alors que tu voulais la lever, que tu te tais alors que tu voulais parler, tu dis au monde que ton existence a besoin de permission. Mais la vérité est qu'elle n'en a pas besoin. Personne n'a le droit de te dire comment vivre, qui aimer, quoi poursuivre ou en quoi croire. Le courage d'être toi-même est un acte de rébellion dans un monde qui veut constamment te mettre dans une case. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Arrêter de demander la permission d'exister n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. C'est reconnaître que ta vie est à toi, que tes décisions t'appartiennent, que ton chemin n'a pas besoin d'être compris par tous pour être valable. C'est regarder le monde dans les yeux et dire « Je suis ici, non pas pour ton approbation, mais parce que j'ai le droit et la force d'être qui je suis. » Et cela, plus que n'importe quel applaudissement, est ce qui te libère vraiment. 6. Prends les rênes et arrête de pointer du doigt. Imagine que tu es dans une charrette qui avance à coups de butoir sur une route pavée. Tu es assis à l'arrière, te tenant au bord, te plaignant de chaque bosse, de chaque virage, de la vitesse, de la direction, du climat, de la poussière, de tout. Mais le problème n'est pas la charrette ni la route. Le problème est que tu ne t'es jamais assis à l'avant. Tu n'as jamais pris les rênes. Et pourtant,
tu ne cesses de pointer du doigt celui qui est sur le siège du conducteur. Le paradoxe est clair, tu te plains de la direction, mais tu ne fais rien pour la changer. Et te voilà, année après année, blâmant tes parents, ton pays, ton patron, la malchance, le passé, le système. Il est confortable de blâmer, mais ce confort a un prix très élevé, ton pouvoir personnel. Chaque fois que tu pointes vers l'extérieur, tu te déshabilles de responsabilité. Tu crées une narration où tu es la victime, où tout ce qui se passe est hors de ton contrôle. Le stoïcisme brise cette fantaisie avec une brutalité honnête. Il te rappelle que ce qui n'est pas entre tes mains ne doit pas te contrôler, et que ce que tu peux contrôler est précisément là où tu dois te concentrer. Personne ne vient te sauver. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Et plus tu passes de temps à accuser, moins tu auras d'énergie pour agir. Prendre le contrôle ne signifie pas que tout ira bien ou que tu auras toujours des réponses. Cela signifie que tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes de blâmer et tu commences à décider. C'est un changement interne. Tu arrêtes de dire « on m'a fait ça » et tu commences à dire « j'ai permis ça, j'ai choisi ça, je n'ai pas su gérer ça ». Et cela, bien que cela fasse mal, te redonne le pouvoir. Parce que ce que tu reconnais comme ta responsabilité, tu peux le transformer. Mais ce que tu jettes à l'extérieur reste hors de ta portée. Beaucoup se sentent piégés dans des situations qu'ils pourraient changer s'ils arrêtaient de perdre du temps à juger. Juger les autres est facile. Critiquer de loin est facile. Se lamenter de ce que l'on n'a pas est confortable. Mais toute cette énergie ne génère pas de résultat. Ce qui change la vie, c'est l'action. Et l'action vient de la clarté. Et la clarté arrive lorsque tu assumes, pas lorsque tu évites. Le plus dangereux dans le blâme est qu'il te convainc qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Et si tu crois cela, tu es fini. Prendre les rênes, c'est arrêter d'attendre que les choses changent là-bas et commencer à changer toi-même. Peu importe si l'environnement est difficile, si les autres ne collaborent pas, si la situation est injuste. Ce que tu peux faire avec ce que tu as est beaucoup plus que ce que tu penses. Mais tu ne le verras pas tant que tu ne cesseras pas de regarder à l'extérieur en cherchant des coupables. Parce que plus tu passes de temps à pointer du doigt, moins tu avanceras. Et si tu n'avances pas, rien ne change. Dans la vie quotidienne, ce principe se reflète dans les petites décisions. Si tu n'es pas satisfait de ta santé, ne blâme pas le stress ou le manque de temps, change tes habitudes. Si ton travail ne te satisfait pas, ne blâme pas ton patron, cherche à te former ou à changer de cap. Si tes relations sont un chaos, ne te concentre pas sur ce que l'autre ne fait pas, examine ce que tu permets, ce que tu répètes. Le contrôle n'est pas total, mais il est suffisant pour transformer ta vie si tu le prends au sérieux. Le stoïcisme ne repose pas sur la passivité. Il repose sur l'action consciente, sur le fait de ne pas perdre d'énergie émotionnelle dans ce qui ne dépend pas de toi, sur le fait de ne pas donner ton pouvoir à des personnes ou à des événements qui ne le méritent pas. Prendre les rênes, c'est revenir au centre, au seul endroit où tu peux construire quelque chose de réel. Et c'est une décision quotidienne, pas un moment magique. Chaque jour, tu choisis, tu te plains ou tu agis, tu blâmes ou tu corriges, tu pointes du doigt ou tu diriges. Arrêter de pointer du doigt, c'est arrêter de te cacher. Parce que chaque fois que tu pointes un doigt vers l'extérieur, il y en a 3 qui pointent vers toi. Non pas pour te punir, mais pour te rappeler que la solution est là, en toi, dans tes décisions, dans tes réponses, dans ta volonté. Ce n'est que lorsque tu comprends cela, lorsque tu arrêtes de fuir toi-même, que tu peux vraiment commencer à changer. Et c'est là, dans cet instant brut et honnête, que commence ta liberté. 7. Démolir la prison de votre propre récit. Il y a ceux qui vivent dans une histoire qu'ils ont eux-mêmes écrite, une histoire qu'ils répètent comme un scénario appris dont ils ne peuvent plus sortir. C'est comme marcher dans les couloirs d'un vieux manoir construit avec des souvenirs déformés, des croyances héritées et des blessures non résolues. Chaque pièce a une pancarte clouée avec des phrases comme « J'échoue toujours »,« Personne ne me comprend »,« Je ne suis pas assez ». Il n'y a pas de verrou ni de mur réel, mais il y a une force invisible qui retient, le récit que tu te racontes tous les jours. Ce récit a une forme, un poids, une odeur.
Il est confortable, familier. Et c'est pourquoi il est si difficile de l'abandonner. Mais si tu ne le détruis pas, tu ne pourras pas construire quelque chose de nouveau. Le récit personnel est une construction puissante. Ce que tu dis de toi, ce que tu crois de ton passé, de tes capacités, de ton destin, devient la structure à partir de laquelle tu interprètes tout. Si ton histoire est écrite depuis la défaite, tout succès sera suspect. Si elle est écrite depuis le rejet, toute affection semblera temporaire. Si elle est écrite depuis la victime, tout défi semblera une injustice. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais la version que tu as conservée de cela. Et si cette version t'enferme, alors tu dois la démolir, sans excuse ni attachement. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, ni n'ignore le passé. Ce qu'il fait, c'est le mettre à sa place. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas ce que quelqu'un t'a dit. Tu n'es pas le résultat des erreurs des autres. Tu es ce que tu choisis de faire avec cela. Tu es l'architecte de l'interprétation que tu décides de soutenir. Et si cette interprétation te limite, si elle te remplit de peur ou d'auto-apitoiement, alors tu dois la lâcher comme celui qui lâche une pierre qu'il a portée trop longtemps sans s'en rendre compte. Tu ne peux pas avancer si tu portes le poids d'une histoire qui ne te représente pas. Rompre avec ton vieux récit ne signifie pas tout oublier, cela signifie réécrire à partir de la vérité. À partir de ce que tu as appris, de ce que tu comprends maintenant, de la force que tu as, mais que tu as enterrée sous des couches d'autodéfinition toxique. Parfois, la seule raison pour laquelle tu ne changes pas est que tu ne te donnes pas la permission d'être quelqu'un d'autre que celui que tu étais. Parce que tu t'es tellement identifié à ton histoire que tu ne sais pas qui tu es sans elle. Mais c'est là que commence la liberté, quand tu décides d'être auteur plutôt que répétiteur. Au quotidien, cela signifie arrêter de dire des phrases qui te limitent. Des phrases comme « j'ai toujours été comme ça »,« je ne suis pas fait pour ça »,« je suis très insécurisé ». Ces mots sont de la boue qui renforce les murs de ta prison. Changer le récit implique de te parler d'un autre endroit. Dire « j'apprends », cela me met au défi, mais je peux y faire face. Je peux construire quelque chose de différent. Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est une décision. Parce que si tu attends que le monde te sorte de ton histoire, tu continueras à la répéter jusqu'à la fin. Beaucoup ont peur d'abandonner leur vieux récit parce qu'il contient des justifications, des excuses qui donnent un sens à la stagnation. Si tu te définis comme quelqu'un qui a été blessé, alors tu peux justifier de ne pas faire confiance. Si tu te définis comme quelqu'un qui échoue toujours, alors tu ne prends pas de risque. Mais tout cela a un coût. Et ce coût est ton évolution. Le récit confortable est la plus grande prison que tu peux habiter. Seul toi a la clé pour sortir. Le démolir fait mal. Il faut t'observer avec crudité, remettre en question ce que tu as toujours pris pour acquis, détruire des parties de toi qui ne te servent plus. Mais c'est aussi l'acte le plus puissant que tu peux faire pour toi-même. Parce qu'en dehors de cette prison, il n'y a pas de garantie, mais il y a des possibilités. Il y a de l'espace, il y a de l'air, et surtout, il y a la vérité. Ne continue pas à vivre dans un récit qui ne ressemble plus à ce que tu peux devenir. Lâche-le, change-le, démolis-le, et commence à en écrire un nouveau où tu n'es pas prisonnier, mais protagoniste. 8. Sors des endroits où ton âme s'éteint. Il y a des espaces qui n'ont pas de chaînes ni de barreaux, mais qui t'éteignent quand même de l'intérieur. Ils sont comme des pièces sans fenêtre, où l'air est dense, la lumière artificielle et le silence inconfortable. Des endroits où quelque chose en toi commence à mourir lentement. La motivation, la joie, la créativité, l'espoir. Ce n'est pas toujours un lieu physique. Parfois, c'est une relation, une routine, une habitude, un environnement où tu dois constamment cacher des parties de toi, où tu fais semblant d'aller bien, où tu te contentes parce que il n'y a pas d'autre option. Mais il y en a une. Il y en a toujours une. L'âme ne crie pas, mais elle chuchote. Et quand elle s'éteint, tu le sais. Tu le sens dans la lourdeur avec laquelle tu te lèves, dans l'anxiété que tu ne comprends pas, dans la déconnexion que tu traînes chaque jour. Le stoïcisme ne te demande pas de te résigner.
Il te demande d'agir avec vertu, avec courage, et parfois, cela signifie partir, t'éloigner, fermer des cycles, laisser derrière toi ce qui, bien que familier, te limite. Parce que tu ne peux pas fleurir en terre stérile, tu ne peux pas grandir si tout autour de toi te demande de te réduire. Partir n'est pas fuir, c'est te choisir. C'est écouter ce que tu ressens sans filtre et le respecter. Tu n'as pas besoin que tout soit pourri pour partir, il suffit de savoir que tu n'es plus toi-même là-bas. Personne ne peut t'obliger à rester là où tu ne grandis pas, sauf toi-même. Si le lieu, la personne ou l'habitude t'éteignent, n'insiste pas. Tu n'as qu'une seule vie. Et chaque jour que tu passes au mauvais endroit est un jour qui ne revient pas. Tu n'as pas besoin d'une excuse. Juste le courage de protéger ton feu intérieur. Et quand tu pars, quand tu lâches enfin, quelque chose en toi s'allume à nouveau. C'est ça le véritable chez-soi, n'importe quel endroit où ton âme respire. Il y a des incendies que personne ne voit. Ils te brûlent de l'intérieur. Mais à l'extérieur, tu souris, tu travailles, tu accomplis, tu survis. Et un jour, sans que personne ne le remarque, tu te rends compte que tu ne vis pas. Tu répètes une routine vide, laissant ton vrai moi se rouiller en silence. Ce n'est pas du drame, c'est réel. Et si cela te fait mal de l'entendre, c'est peut-être parce que tu le savais déjà. Ce n'est pas l'un de ces discours qui te disent que tout ira bien, pendant que le monde s'effondre autour de toi. Non, c'est un appel à se réveiller, à rompre avec le confort qui tue ton esprit, à arrêter de demander la permission d'exister. Parce que si tu attends que la vie te donne un signe pour changer, c'est celui-ci. Mais il ne sera pas beau, ni doux, ni facile. Se transformer n'est pas se mettre un nouveau masque, c'est arracher les anciens. C'est regarder en face tes excuses, tes habitudes, tes pensées les plus lâches, et décider que ça suffit, que tu ne vas plus être ta propre prison, que tu vas construire de la force, de la concentration, de la paix et du but, là où c'est le plus difficile, de l'intérieur. Ce que tu vas entendre, ce sont 8 leçons stoïciennes, mais pas en langage philosophique abstrait. Je te parle de la rue, du quotidien, de là où l'on vit avec peur, avec des doutes, avec de la colère. Tu vas comprendre comment changer ta structure mentale à partir de la psychologie, comment reformuler tes schémas à partir des neurosciences et comment te tenir debout face à la vie à partir de la philosophie. Mais attention, ce n'est pas une belle inspiration du dimanche. C'est un coup sec de réalité, parce que tu n'es pas né pour survivre éteint. Tu es né pour allumer quelque chose dans le monde, et cela commence par toi. 1. Romps avec tout ce qui éteint ton feu intérieur. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient un brasier qui a autrefois brûlé avec force, mais qui aujourd'hui ne maintient qu'une paire de braises timides, cachées parmi les cendres. Le vent de la routine, des opinions des autres, de la peur et de la culpabilité a soufflé si fort pendant si longtemps qu'il a presque éteint leur feu. Mais le plus triste n'est pas qu'ils se soient éteints. Le plus triste est qu'ils ont appris à vivre ainsi, froid, éteint, résigné, parce qu'il arrive un moment où éteindre ton feu ne fait plus mal. Cela devient normal, et c'est dangereux. Rompre avec ce qui t'éteint n'est pas seulement t'éloigner des personnes négatives ou quitter un travail que tu détestes. C'est beaucoup plus profond. C'est prendre une décision inconfortable et violente. Revenir à toi. Revenir à ce qui brûle à l'intérieur, à ce qui donne du sens, à ce qui te fait te sentir vivant même si personne d'autre ne le comprend. Et pour cela, tu as besoin de courage. Parce que parfois, ce qui t'éteint le plus n'est pas l'environnement, c'est toi-même, avec tes excuses, tes attachements, ta peur de déranger ou d'échouer. C'est pourquoi le stoïcisme ne te dit pas d'attendre que le monde change. Il te dit d'être toi qui choisis de brûler, même s'il fait froid dehors. Du point de vue de la psychologie, on sait que ce qui n'est pas exprimé est réprimé. Et ce qui est réprimé devient de l'anxiété, de la tristesse, de l'épuisement chronique. Chaque fois que tu ignores ce qui te passionne pour te conformer, tu assassines des parties de toi. Et cela te coûte cher. Le corps tombe malade, l'esprit se fragmente, l'âme s'éteint. Les neurosciences le confirment également. Les décisions que nous répétons créent des connexions neuronales plus fortes.
Si chaque jour tu choisis le chemin de la peur ou de la conformité, tu renforces ces circuits. Mais si tu romps avec cela, si tu agis à partir du désir authentique et non de l'obligation, tu reprogrammes ton cerveau pour retrouver ton feu. N'attends pas que les autres comprennent. Souvent, lorsque tu commences à briller, ceux qui vivent dans l'obscurité se sentent offensés. Ils sont dérangés de voir quelqu'un oser être libre. Ils te traiteront d'égoïste, d'exagéré, de rebelle. Laisse-les. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour t'allumer. Et si cela implique de déranger, alors sois. Il n'y a pas de feu sans friction. Le vrai stoïcien ne vit pas pour éviter le conflit externe, mais pour éviter de se trahir lui-même. Sois comme un volcan endormi, calme à l'extérieur, mais imparable à l'intérieur. Ton feu n'a pas besoin de spectacle. Il a juste besoin de permission. Permission d'agir, de dire non, d'arrêter de suivre des scripts que tu n'as pas écrits. Et si quelque chose ou quelqu'un se met entre toi et cette étincelle vitale, ne réfléchis pas trop, brise-le. Brise-le sans culpabilité, sans peur et sans regarder en arrière. Parce que quand tu oses enfin brûler les ponts qui te lient à une vie à moitié vécue, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'énergie, la clarté, la force reviennent. Et alors tu comprends que tu n'étais pas perdu, tu étais juste éteint. Et cela, heureusement, a une solution. 2. Arrête de mendier des regards qui valident ton existence. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des miroirs brisés. Ils se regardent, mais ne se reconnaissent pas. Et ils cherchent désespérément que d'autres leur renvoient une image qui leur donne le sentiment de valoir quelque chose, d'exister, d'être suffisant. Ils deviennent esclaves de l'approbation, mendiants d'applaudissements, accros au regard extérieur. Mais le problème avec cette façon de vivre, c'est que tu finis par être tout sauf toi-même. Tu deviens ce que les autres veulent voir, ce qu'ils attendent de toi, ce qui ne dérange pas, ce qui ne gêne pas, ce qui s'intègre. Et lentement, tu t'effaces. Pas de la vue des autres, mais de toi-même. Le besoin de validation naît de la peur du rejet. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que si nous agissons d'une certaine manière, nous recevons de l'amour, de l'attention, de l'affection. Le cerveau enregistre cela comme une récompense, et alors, sans nous en rendre compte, nous passons des années à nous adapter, à nous modifier, à nous déguiser, juste pour ne pas ressentir le vide de ne pas être accepté. Mais ce piège émotionnel a un prix très élevé, ton authenticité. Parce que chaque fois que tu réprimes ce que tu es vraiment pour plaire, ce que tu fais, c'est te trahir. Et personne ne peut se construire sur la trahison. La philosophie stoïcienne enseigne que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu penses quand tu es seul avec toi-même. L'extérieur est incontrôlable. C'est pourquoi il ne doit pas te gouverner. Si tu vis en cherchant la reconnaissance, tu seras à la merci du jugement de personnes qui, bien souvent, ne se connaissent même pas elles-mêmes. Et c'est absurde. Vivre pour plaire, c'est vivre enchaîné. La liberté commence le jour où tu décides d'arrêter d'expliquer qui tu es. Tu n'as pas besoin de défendre ton essence devant quiconque. Ta présence est suffisante. Ton silence aussi. Du point de vue de la psychologie, on sait que l'attachement à la validation externe est profondément lié à une faible estime de soi. Tu ne fais pas confiance à ce que tu es, alors tu as besoin que les autres te le confirment. Mais cette dépendance génère de l'anxiété, de l'insécurité, une peur constante du rejet. Les neurosciences le confirment. Le cerveau, conditionné par des années de recherche d'approbation, s'active à chaque « j'aime », chaque commentaire, chaque geste d'acceptation. Il devient un système de récompense fragile et superficiel, et plus tu le nourris, plus tu te sens vide quand il n'arrive pas. C'est pourquoi il faut rompre cette dynamique. Pas avec haine ou colère, mais avec fermeté. Il est temps de revenir à toi, de te définir de l'intérieur, de faire les choses parce que tu y crois, pas parce que quelqu'un d'autre les approuve. Fais silence, regarde-toi sans filtre, demande-toi qui tu es quand personne ne regarde. Et construis à partir de là. Les regards des autres ne te définissent pas. Les applaudissements ne sont pas une vraie nourriture.
La seule validation qui compte est celle qui vient du respect de soi. Et cela se gagne en étant fidèle à tes principes, pas en cherchant à plaire à tout le monde. Les stoïciens n'étaient pas froids ni insensibles, ils étaient libres. Ils ne demandaient pas la permission d'être eux-mêmes. Ils savaient que celui qui se respecte dérange. Et c'est bien ainsi. Tu n'es pas ici pour être un produit bien vu. Tu es ici pour être une présence qui ne se plie pas. Alors, lève la tête, arrête d'expliquer tes décisions, arrête de t'excuser d'exister. Tu n'as pas besoin de regarder autour de toi pour savoir que tu as de la valeur. Tu as juste besoin de regarder en toi et de te le rappeler. Parce que le jour où tu arrêteras de mendier de l'amour, du respect ou de l'attention, tu commenceras à vivre avec pouvoir. Et il n'y a rien de plus attirant, de plus réel, de plus fort que quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu pour savoir qu'il brille. 3. Entre dans le silence et fais de toi ta meilleure compagnie. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il est interne, constant, invisible. C'est ce murmure qui te rappelle tes erreurs, qui te fait douter de tout, qui te maintient coincé entre le passé et ce qui pourrait mal tourner demain. Et au milieu de ce tumulte mental, beaucoup fuient. Ils se remplissent d'écrans, de conversations vides, de plans sans sens, juste pour ne pas rester seuls avec eux-mêmes. Parce que le silence, quand tu n'as pas appris à l'habiter, semble être une menace. Mais quand tu arrives à le traverser, il devient un sanctuaire. La transformation personnelle profonde ne commence pas par un objectif externe, mais par un espace interne. Tu ne peux pas changer ta vie si tu n'oses pas vraiment t'écouter. Le stoïcisme le savait dès le début. Celui qui ne maîtrise pas son esprit est l'esclave du monde. C'est pourquoi le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence totale de conscience. C'est le moment où tu arrêtes de prétendre, de courir, de répondre, et tu commences à observer. Et dans cet acte de t'arrêter, d'être avec toi sans distraction, commence la réalité. Du point de vue de la psychologie, le silence a été associé à des états d'introspection nécessaires à la santé émotionnelle. Ce n'est pas de l'isolement pathologique, c'est une connexion profonde. Être seul ne signifie pas être abandonné, cela signifie être ton propre foyer. Et si tu ne sais pas être avec toi, tu deviendras dépendant de quiconque te donne une miette de compagnie. Ce vide ne se comble pas avec quelqu'un d'autre. Il se comble en l'affrontant, sans masque ni bruit. Juste toi, avec ce que tu penses, avec ce que tu ressens, avec ce que tu es vraiment, quand personne ne te regarde. Les neurosciences montrent que dans les moments de silence profond, le cerveau se réorganise, traite les émotions, active des réseaux qui aident à générer de la clarté et de nouvelles perspectives. Mais cela ne se produit pas si tu es coincé dans des stimuli constants. C'est pourquoi il est si difficile de s'arrêter. Parce que lorsque tu t'arrêtes, ce que tu évitais apparaît. Ta vérité apparaît. Mais cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, est la base pour construire quelque chose de solide. Fais du silence une pratique quotidienne. Éteins tout pendant quelques minutes. Respire. Observe tes pensées sans juger. Ne cours pas pour les résoudre, regarde-les simplement. Là, à cet instant, se trouve ton pouvoir, parce que celui qui peut être en paix avec lui-même, sans besoin de fuir, est invincible. Non pas parce qu'il a tout résolu, mais parce qu'il a cessé d'avoir peur. Ne t'habitue pas à une vie pleine de bruit. Celui qui vit entouré de distractions finit par se perdre de vue. Apprends à t'écouter, apprends à t'accompagner, à faire de ton esprit un lieu habitable. Ne te traite pas comme un ennemi. Sois patient, sois ferme, sois sincère avec toi-même. C'est cela être stoïcien, non pas l'insensibilité, mais l'autogouvernement, non pas l'isolement, mais la profondeur. Et quand tu arrives à te sentir complet en ta propre présence, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de combler des vides, tu ne te traînes plus pour attirer l'attention, tu ne tolères plus ce qui te brise, parce que tu comprends qu'en toi se trouve une source inépuisable de force. Et cette source ne s'active qu'en silence. Là où personne d'autre n'entre, où seul toi peux atteindre, c'est là que commence ta véritable renaissance. 4.
Vide ton âme sur le papier avant qu'elle ne te submerge. L'esprit est comme un barrage qui accumule de l'eau. Au début, il semble stable, calme, sous contrôle. Mais avec le temps, les émotions refoulées, les pensées non exprimées, les culpabilités que tu traînes et les peurs que tu n'affrontes pas commencent à s'infiltrer par les fissures. Et si tu ne fais rien à temps, cette structure s'effondre. Pas d'un coup, mais en silence. D'abord, elle te fatigue, puis elle te brouille, ensuite elle te rend malade. Et quand enfin elle explose, il est déjà trop tard. Ce qui aurait pu sortir en mots finit par sortir en anxiété, en insomnie, en tristesse sans raison. C'est pourquoi il faut apprendre à vider, pas avec des cris ni avec de la violence, mais avec quelque chose de plus simple et de plus puissant. Écrire. Écrire n'est pas seulement un acte créatif, c'est un acte de survie. C'est libérer ce que tu ne sais pas dire à voix haute. C'est donner une forme à ce qui se sent comme un nœud dans la poitrine. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, empereur de l'Empire romain et symbole du stoïcisme pratique, n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui-même. Ses pensées, réflexions, doutes et convictions, il les déversait sur le papier comme une façon d'organiser son esprit et de se gouverner lui-même. Parce que celui qui ne décharge pas son monde intérieur finit par être dominé par lui. Du point de vue de la psychologie, l'écriture a des effets thérapeutiques prouvés. En mettant tes émotions en mots, ton cerveau les traite différemment. Ce qui était auparavant une boule de confusion devient quelque chose que tu peux observer, comprendre et transformer. Il ne s'agit pas d'écrire joliment, ni que cela ait du sens pour les autres. Il s'agit de nommer ce que tu ressens. Parce que quand quelque chose a un nom, il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et quand tu le vois sur le papier, ce n'est plus aussi chaotique qu'il semblait dans ta tête. La neuroscience soutient cela. Écrire active des régions du cerveau associées à la régulation émotionnelle, à la logique, à la mémoire. C'est comme donner de l'ordre au chaos. Et dans une société qui te demande d'agir, de produire, de performer sans arrêt, prendre le temps de t'asseoir pour écrire peut être un acte révolutionnaire. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans ta clarté, dans ta paix, dans ton pouvoir intérieur. N'attends pas d'être en crise pour écrire. Fais-le tous les jours, même si ce n'est que 5 minutes, sans filtre, sans te juger, sans te soucier de l'orthographe. Écris ce que tu penses, ce que tu crains, ce que tu désires et ce qui te fait mal. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence par la phrase la plus honnête que tu as. Tu ne sais peut-être pas tout, mais tu sais comment tu te sens. Et cela suffit. Parce qu'en le lâchant sur le papier, tu te libères. Pas du problème, mais du poids que représente le fait de le porter sans en parler. Il ne s'agit pas d'être poète, il s'agit d'être sincère. De te donner un espace où tu n'as pas à prétendre. De te confronter à toi-même, sans distraction. Parce que seul celui qui se regarde en face peut commencer à se transformer. Et souvent, le premier pas pour guérir n'est pas d'en parler à quelqu'un d'autre, c'est de l'écrire pour toi. Alors, ne tais pas ce qui te ronge. Ne garde pas ce qui devrait être libéré. Utilise le papier comme refuge, comme miroir, comme champ de bataille. Parce que quand tu écris avec l'âme, quelque chose en toi se met en place. Et même si cela ne change pas l'extérieur, tu changes à l'intérieur. Tu te nettoies, tu te réorganises, tu te reconnais. Et cela, dans un monde qui vit sous anesthésie, est déjà une forme de réveil. 5. Connecte-toi chaque matin avec la personne que tu es destiné à être. Chaque jour se lève avec l'opportunité d'être autre chose. Pas une autre personne, mais une version plus proche de ce que tu es vraiment appelé à être. Mais la plupart se réveillent comme s'ils étaient encore endormis, traînant la même fatigue, le même pilote automatique, le même personnage de toujours. Il n'y a pas d'intention, pas de direction. Juste une répétition mécanique de la veille. Comme s'ils étaient des feuilles emportées par le vent, sans racines ni but. Et c'est précisément ce qui tue l'âme, vivre sans présence, sans vision, sans connexion avec ce feu intérieur qui te rappelle qui tu es venu être.
Imagine que chaque matin devant le miroir, tu ne vois pas seulement ton reflet, mais l'ombre de qui tu pourrais être si tu arrêtais de repousser ton pouvoir. Cette figure qui ne se conforme pas, qui ne se ment pas, qui ne négocie pas avec ses principes. Cette personne est là, t'attendant. Ce n'est pas un idéal lointain, ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est toi-même, plus concentré, plus éveillé, plus engagé. Et la seule façon de te rapprocher d'elle est avec discipline, avec conscience, avec un rituel qui te reconnecte à ton but chaque fois que tu ouvres les yeux. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Ils ne se levaient pas pour laisser le jour les emporter, ils se levaient pour l'affronter avec intention. Marc Aurèle écrivait le matin pour se rappeler ce qui était important, ce qu'il devait résister, ce qu'il ne devait pas oublier. Parce que si tu ne décides pas comment vivre, le monde le décide pour toi. Si tu ne marques pas ta direction, tu te perds dans la confusion des autres. C'est pourquoi tu as besoin d'un moment au début de la journée pour toi, pour t'ancrer, pour te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, pour aligner ton esprit avec tes valeurs avant de t'exposer au bruit du monde. Selon la psychologie, la façon dont tu commences la journée conditionne ton état émotionnel, ton niveau d'énergie, ta capacité à prendre des décisions et même ta tolérance au stress. Le cerveau se programme avec des modèles. Si la première chose que tu fais en te réveillant est de regarder ton téléphone portable, tu n'es plus en contrôle. Tu es déjà entré dans l'urgence, la comparaison, la distraction. Mais si tu utilises ces premières minutes pour visualiser, pour écrire, pour respirer, pour remercier ou simplement pour penser à qui tu veux être aujourd'hui, tu prends le volant. Et cela fait la différence entre un jour de plus ou un jour qui te transforme. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite. Tu as juste besoin d'intention. Cela peut être une phrase que tu répètes, une affirmation qui te redonne de la force, une question qui te focalise. Qu'est-ce que la personne en qui je veux me transformer ferait aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'être quelqu'un de différent chaque jour, mais de te rapprocher de plus en plus de ton noyau, de ton essence, de ce toi qui n'a pas peur de déranger, qui n'a pas besoin d'approbation, qui agit avec fermeté, avec clarté et avec un but, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Les neurosciences soutiennent le pouvoir de la visualisation et de la répétition. Le cerveau ne distingue pas entre ce que tu imagines avec force et ce que tu vis. Si chaque matin tu te connectes avec cette version élevée de toi, tu commences à créer de nouveaux chemins neuronaux. Tu commences à arrêter de réagir comme la personne que tu étais et à répondre comme celle que tu es en train de construire. Connecte-toi avec toi-même chaque matin, non pas comme un acte ésotérique, mais comme une stratégie mentale de haut niveau. Rappelle-toi qui tu es, ce que tu tolères, ce que tu ne permets plus, ce que tu désires et ce que tu es prêt à faire pour t'en rapprocher. Et sors dans le monde avec l'esprit clair et le cœur allumé. Parce que celui qui commence la journée connecté avec lui-même a déjà gagné la première bataille. 6. Lâche la corde de ce qui n'a jamais été entre tes mains. Imagine-toi avec une corde à la main, tirant de toutes tes forces. À l'autre bout, il n'y a pas une personne, ni un objet, ni un but, mais quelque chose qui simplement ne bouge pas. Peu importe combien tu pousses, combien tu cries, combien tu t'épuises, cela ne change pas. Et pourtant, tu continues à la tenir. La corde commence à marquer ta peau, à blesser tes doigts, à te voler ton énergie. Et tu sais, au plus profond de toi, que tu devrais la lâcher, mais tu ne le fais pas. Parce que lâcher, dans notre esprit, ressemble à perdre. Mais ce n'est pas une perte, c'est la liberté. Parce que tout ce que tu peux toucher n'est pas à toi, ni tout ce que tu peux ressentir est de ta responsabilité. Souvent, nous portons des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous essayons de contrôler ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font. Nous voulons modeler le passé, prédire l'avenir, éviter toute erreur. Nous nous blâmons pour ce qui n'a pas fonctionné, pour ce que nous n'avons pas dit, pour ce que nous n'avons pas pu sauver. Et chacun de ces fardeaux est une corde de plus. Certaines se déguisent en amour, d'autres en engagement, d'autres en devoir. Mais à la fin, toutes finissent par étouffer ce que nous avons de plus important, la paix intérieure. Le stoïcisme est brutalement clair sur ce point.
Il n'y a que deux catégories de choses, celles qui dépendent de toi et celles qui ne le font pas, celles qui sont en ton pouvoir et celles qui ne l'ont jamais été. Tu ne peux pas contrôler le temps, ni le passé, ni les décisions des autres personnes. Tu ne peux pas contrôler s'ils te comprennent, s'ils t'acceptent, s'ils te rendent ce que tu as donné. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction, ton attitude, ton comportement, ta discipline, ton but. Le reste est de l'air, et vivre en essayant de capturer l'air ne te laisse que fatigué et vide. Du point de vue de la psychologie, ce besoin de contrôle vient souvent de la peur. Peur de l'abandon, de l'échec, de répéter une histoire. Alors nous serrons plus fort, comme si serrer changeait quelque chose. Mais plus nous contrôlons, moins nous vivons. L'anxiété grandit, le corps se tend, l'esprit se ferme. Les neurosciences démontrent que vivre dans cet état d'hyper-contrôle active constamment la réponse au stress. Et cela détruit ta clarté, ta santé, ta capacité à profiter de l'instant. Lâche, non pas comme un acte de faiblesse, mais de force. Lâche le besoin d'expliquer tout, de résoudre tout, de porter tout. Lâche l'idée que si tu essaies plus, tu vas le réparer. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en luttant, elles se gagnent en s'éloignant, parce qu'il y a des choses qui simplement ne sont pas faites pour toi, et cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu as compris. Et quand tu comprends, tu n'insistes plus. Il ne s'agit pas de te rendre, il s'agit de libérer, de comprendre que ton énergie est limitée et que la dépenser sur ce que tu ne peux pas contrôler est une forme lente d'autodestruction. Le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand insister et quand se retirer, quand parler et quand se taire, quand pousser et quand lâcher. Et cela ne s'apprend que lorsque tu es prêt à t'observer avec honnêteté. Celui qui lâche n'oublie pas, ne nie pas, ne s'efface pas. Il accepte simplement que son chemin ne peut pas dépendre de ce qu'il ne peut pas contrôler. Et à partir de là, il prend des décisions plus fermes, plus claires, plus alignées avec qui il veut être. Parce que lâcher n'est pas la fin. C'est le début d'un nouvel espace, un où tu peux enfin respirer sans la corde au cou, un où tu arrêtes de vivre pour contrôler et commences à vivre pour grandir. 7. Choisis de voir la lumière, même quand il n'y a que des ombres. Marcher dans un tunnel sombre ne signifie pas qu'il n'y a pas de sortie. Seulement que, d'où tu te trouves, tu ne peux pas encore la voir. Le problème est que beaucoup de gens restent là, au milieu de l'obscurité, convaincus que c'est leur nouvelle réalité, que la lumière était un souvenir, que ce qu'ils ont ressenti autrefois ne reviendra plus. Alors ils s'assoient, s'éteignent de l'intérieur, se résignent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'obscurité n'est pas l'ennemi, c'est le décor parfait pour allumer sa propre lumière. Quand il n'y a plus que des ombres, c'est là que ta clarté est le plus nécessaire. Et ce choix, bien qu'il soit difficile, est toujours entre tes mains. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer la douleur ou de te tromper en disant que tout va bien. Il te demande d'être courageux, de regarder la souffrance en face et de ne pas en devenir la victime, de ne pas laisser l'obscurité extérieure détruire ton monde intérieur. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur est circonstanciel, mais ce que tu en fais est une question de caractère. Et le caractère ne se forge pas dans les jours faciles, mais dans les moments où personne ne viendra te sauver et où tu dois décider si tu coules ou si tu restes debout. Du point de vue de la psychologie, on sait que le biais de négativité est réel. Le cerveau humain est programmé pour détecter les menaces, pour se concentrer sur le mal, pour se souvenir plus de la douleur que du plaisir. C'est un mécanisme de survie, mais si tu ne le contrôles pas, il te vole la capacité de voir les possibilités. Il te transforme en quelqu'un qui attend toujours le pire, qui anticipe l'échec, qui arrête d'essayer par peur de retomber. Et vivre ainsi n'est pas une protection, c'est une prison. Une prison que tu construis toi-même, avec chaque pensée défaitiste que tu décides de garder. La neuroscience le confirme. Tes pensées façonnent ta perception. Et ta perception détermine ton état émotionnel. Si tu choisis de voir seulement ce qui te manque, ce qui a mal tourné, ce qui n'a pas été accompli,
tu créeras une réalité où il n'y a pas de place pour avancer. Mais si tu décides de concentrer ton esprit sur ce que tu peux encore construire, sur ce que tu as appris de la douleur, sur ce qui est encore entre tes mains, alors tu transformes l'obscurité en carburant. Non pas par naïveté, mais par intelligence émotionnelle. Parce que voir la lumière dans l'ombre n'est pas nier la réalité, c'est choisir de ne pas en être la victime. Voir la lumière, c'est se rappeler que tu es sorti de pires endroits. Que la douleur ne définit pas ton destin, elle révèle seulement ta force. Que tout a un cycle, même la souffrance. Que la douleur a une date d'expiration, mais pas ta capacité de résister. Choisir de voir la lumière, c'est se relever quand le corps est lourd, quand l'âme se fissure, quand personne d'autre ne semble te comprendre. C'est regarder le vide et te dire à toi-même que tu n'es pas allé aussi loin pour abandonner maintenant. Que même au milieu de tout, tu es toujours là. Et cela signifie que tu peux encore choisir. Tout le monde ne verra pas ce que tu vois. Certains seront pris dans leur propre obscurité et voudront t'entraîner. D'autres se moqueront de ton espoir ou l'appelleront déni. Laisse-les. Tu n'as pas besoin que les autres comprennent ta vision. Tu as juste besoin d'avoir le courage de la maintenir. Parce que celui qui apprend à voir la lumière dans l'ombre devient invincible. Il ne dépend plus du soleil pour s'éclairer. Il devient sa propre source. Alors peu importe combien il semble sombre maintenant. Respire, lève la tête et rappelle-toi qu'il y a quelque chose en toi qui ne peut pas s'éteindre. Parce que tant que tu continues à choisir de voir la lumière, tu continues à avancer. Et au moment le moins attendu, ce tunnel aura une sortie. Et tu seras là, plus fort, plus sage, plus éveillé. 8. Parle depuis l'âme, même si ta voix tremble. Les mots sont comme des couteaux rangés dans un fourreau de soie. Ils peuvent caresser ou couper, guérir ou détruire, éveiller ou s'endormir pour toujours dans la poitrine de celui qui se tait par peur. Et il y a des gens qui ont passé des années à taire leur vérité. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris à avaler la douleur, à déguiser la colère, à cacher l'amour, à réprimer l'inconfort. Ils deviennent experts en adaptation, en feinte, en intégration. Mais à l'intérieur, ce qui n'est pas dit accumule un poids qui finit par briser quelque chose. Et quand cela arrive, il ne s'agit plus d'une simple conversation en suspens, mais d'une identité fragmentée. Parler depuis l'âme n'est pas crier ni imposer. C'est avoir le courage de dire ce qui brûle à l'intérieur, même si ça ne sonne pas parfait, même si ça ne plaît pas, même si ça fait trembler la voix. Parce qu'il y a des choses qui, si elles ne sont pas dites, pourrissent. Elles se transforment en ressentiment, en anxiété, en auto-trahison. Et celui qui se trahit lui-même chaque fois qu'il tait ce qui compte, finit par se sentir invisible même dans sa propre vie. Le stoïcisme enseigne à parler avec intention, non avec impulsion. À choisir les mots depuis la raison, mais sans amputer l'émotion. Parce qu'il ne s'agit pas de parler tout le temps, mais de parler quand c'est nécessaire, et de dire ce qui est vrai, même si ça dérange. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils étaient fermes. Ils savaient que le silence a aussi du pouvoir, mais que l'utilisation de la parole avec intégrité est un acte de leadership personnel. Tu ne parles pas pour être accepté, tu parles pour ne pas trahir ce que tu es. La psychologie a démontré que réprimer les émotions, surtout celles liées à des expériences douloureuses, crée des blocages mentaux et physiques. Le corps somatise ce que l'âme tait. Le cœur s'accélère, l'estomac se ferme, la gorge se bloque. Et ce n'est pas un hasard. C'est le langage du corps qui dit que quelque chose doit être exprimé. La neuroscience, quant à elle, soutient la valeur de l'expression verbale consciente comme moyen de réguler le système nerveux. Dire ce qui fait mal, ce qui inquiète, ce que tu désires ou ce que tu n'es pas prêt à tolérer est une forme de guérison. Mais il ne s'agit pas de parler sur un coup de tête ni de lâcher des mots comme des projectiles. Il s'agit de parler avec présence, avec intention, avec connexion, de regarder dans les yeux et de tenir ta vérité sans te baisser, de dire non quand c'est nécessaire, de demander ce dont tu as besoin sans culpabilité, de fixer des limites sans excuses.
et de reconnaître tes émotions sans craindre de paraître faible, parce que ce n'est pas faible celui qui se montre, c'est faible celui qui se cache pour s'intégrer. Parle même quand tu ne sais pas comment le dire correctement, même si tu trembles, même si tu pleures, parce que l'important n'est pas de sonner parfait, c'est d'être réel. Et l'authenticité n'a pas besoin de fioritures. Parfois, une phrase sincère, dite depuis l'âme, suffit pour tout changer. Une conversation que tu repousses peut être la clé qui ouvre une nouvelle étape dans ta vie. Et pas à cause de ce que tu reçois de l'autre, mais de ce que tu récupères de toi-même en osant parler. Choisis ta voix plutôt que la peur. Ne vis pas piégé dans des silences qui te brisent de l'intérieur. N'attends pas qu'il soit trop tard pour dire ce que tu gardes depuis des années. Parce que la voix qui tremble, mais qui s'élève, vaut plus que le cri de celui qui n'a jamais osé regarder à l'intérieur. Et quand tu apprends à parler depuis l'âme, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de se déguiser. Parce que tu n'as plus peur d'être qui tu es vraiment. Ça suffit. Il est temps d'arrêter de vivre en pilote automatique, de passer ses journées à courir après des tâches, des excuses et des distractions qui ne remplissent rien. Il y a un moment dans la vie où l'on doit s'arrêter, se regarder en face et se dire la vérité. Je ne peux pas continuer comme ça. Peu importe ton âge, peu importe l'étape à laquelle tu te trouves. Si tu te sens déconnecté, éteint, stagnant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi crie pour de la présence, pour une véritable attention, pour un changement qui ne se maquille pas, qui se construit avec fermeté. Ce n'est pas un discours pour te faire sentir à l'aise, c'est un coup de fouet pour te réveiller. Parce que si tu ne prends pas les rênes de ta vie maintenant, quand le feras-tu? Si tu continues à attendre le moment parfait, la motivation idéale, l'environnement sans chaos, tu vas attendre toute ta vie. La véritable transformation se produit lorsque l'on prend les choses en main, pas quand tout est calme, mais quand on décide de rester ferme au milieu du bruit, d'agir même si ça fait mal, d'avancer sans certitude. C'est ça, vivre avec présence. C'est ça, avoir de la clarté. C'est ça, cesser d'être une victime des circonstances et devenir quelqu'un qui se tient fermement sur terre, sans masque ni excuse. C'est un appel à se réveiller, à prendre la responsabilité totale de ton histoire, de tes décisions, de l'énergie que tu portes et que tu donnes. Il ne s'agit pas de tout contrôler, il s'agit de contrôler la seule chose qui a toujours été entre tes mains, ce que tu fais de ce qui t'arrive. Sur ce chemin, le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne à lire et à oublier. C'est une arme de guerre. Une façon de vivre avec concentration, avec tempérance, avec les yeux fixés sur l'essentiel. Ce n'est pas une belle histoire, c'est un entraînement quotidien. Et si tu lis ceci, c'est parce que tu es déjà fatigué de vivre à moitié. Maintenant, prépare-toi. Parce que ce qui vient ne sont pas des phrases à accrocher au mur. Ce sont des coups de réalité. 8 leçons qui ne te demanderont pas la permission d'entrer, mais qui, si tu les comprends, peuvent commencer à te redonner le pouvoir sur ta propre vie. 1. Enlève ton déguisement. Il y a des gens qui sont devenus experts en matière d'acting. Ils se lèvent tous les jours, s'habillent, se regardent dans le miroir, et sans y penser, ils mettent un déguisement. Ce n'est pas celui d'un clown, ni d'un super-héros, ni d'un monstre. C'est un déguisement beaucoup plus courant et beaucoup plus dangereux, celui de celui qui va bien, de celui qui ne ressent rien, de celui qui sourit pour ne pas déranger, de celui qui dit ce qu'on attend de lui-même s'il est en train de s'effondrer à l'intérieur. Et le plus grave n'est pas que le monde ne le remarque pas. Le plus grave est qu'avec le temps, on finit par y croire. On commence à vivre à partir de ce personnage et on oublie qui on est vraiment. Enlever le déguisement n'est pas une jolie phrase, ni une idée romantique. C'est un acte de courage, parce que cela implique d'accepter que nous avons souvent menti, non pas aux autres, mais à nous-mêmes. Nous avons feint la sécurité alors que nous étions remplis de peur. Nous avons feint l'indifférence, alors qu'en réalité, nous souffrions jusqu'à l'âme. Nous avons prétendu être forts, alors que tout ce que nous voulions était simplement de nous rendre un moment. Et cela, vivre ainsi, fatigue, épuise, détruit lentement la connexion avec l'authenticité. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir une roche sans émotion.
Il te demande d'être brutalement honnête avec toi-même, d'avoir le courage de te voir tel que tu es et non pas comme tu aimerais paraître. Parce que ce n'est que lorsque tu arrêtes de jouer que tu peux commencer à agir avec intention. La différence est abysmale. Agir pour s'intégrer est une prison invisible. Agir avec intention est la liberté. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu dois choisir. Et oui, au début ça fait peur. Enlever ton déguisement signifie que certains vont s'éloigner, que tu vas décevoir les attentes des autres, que tu découvriras peut-être même que tu as construit une partie de ta vie sur une fausse identité. Mais tu ne peux pas continuer à soutenir quelque chose que tu n'es pas juste pour te sentir accepté. Parce que cela te brise, cela te rend dépendant, cela te rend prisonnier d'une image qui ne te représente pas et qui ne te donnera jamais la paix. Il ne s'agit pas non plus de te dénuder émotionnellement devant tout le monde. Non. Il ne s'agit pas de crier tes vérités à tous les vents. Il s'agit d'avoir une clarté interne, de savoir qui tu es, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce qui te fait mal, ce qui te met en colère, ce qui te motive. Parce que ce n'est qu'ainsi que tu peux prendre des décisions à partir de ton centre et non pas de la confusion. Ce n'est qu'ainsi que tu peux construire des relations réelles, des limites saines, des objectifs qui en valent la peine. Si tu continues à te cacher, tout ce que tu obtiendras sera pour nourrir le personnage, pas toi. Enlever ton déguisement, c'est aussi reconnaître que tu n'as pas besoin de validation externe pour exister, que tu n'as rien à prouver à personne, que ta valeur ne dépend pas d'être fort tout le temps, ni d'avoir des réponses à tout, ni de maintenir une image impeccable. Parfois, la chose la plus puissante que tu peux faire est de dire « je ne sais pas, je ne peux pas, je ne veux pas continuer comme ça ». Ces phrases, loin de t'affaiblir, te rendent du pouvoir. Elles te connectent à ton humanité. Et c'est de là que commence le vrai changement. Tu n'es pas venu dans ce monde pour jouer un rôle. Tu es venu pour vivre avec présence. Et pour cela, la première étape est d'enlever ton déguisement. Il n'y a pas de véritable transformation sans exposition, sans inconfort, sans laisser derrière toi le masque que tu as porté pendant des années. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être toi. Imparfait, mais conscient. Fatigué, mais éveillé. Fragile, mais engagé envers ta vérité. Et si cela dérange les autres, qu'il en soit ainsi. Parce que vivre avec présence ne consiste pas à plaire, mais à être en paix avec qui tu es vraiment. 2. Ferme les portes qui te volent de l'énergie. Imagine que ta vie est une maison, et chaque porte que tu laisses entr'ouverte est une fuite invisible par laquelle s'échappe ton énergie, ton attention, ta force vitale. Certaines portes sont ouvertes depuis des années, d'autres viennent tout juste de l'être, mais toutes ont quelque chose en commun. Elles te prennent plus qu'elles ne te donnent. Et le pire, c'est que souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu es fatigué, sans motivation, tu as l'impression de tourner en rond, mais tu ne comprends pas pourquoi. La réponse est là, dans ces portes que tu as laissées ouvertes par peur, par habitude ou par confort. Fermer une porte n'est pas rejeter, ce n'est pas fuir, ce n'est pas mépriser. C'est reconnaître froidement ce qui n'apporte plus rien, ce qui pèse plus qu'il ne stimule, ce qui a emporté ton calme plus de fois qu'il ne l'a apporté. Il y a des personnes, des habitudes, des routines, des pensées et même des objectifs anciens qui avaient un sens à un moment donné, mais qui sont aujourd'hui devenus des fardeaux silencieux. Tu ne peux pas avancer avec force si tu as 20 entrées ouvertes par lesquelles ton attention se disperse. Tu dois choisir, car chaque fois que tu donnes de l'énergie à quelque chose qui ne mérite plus ta présence, tu la retires à ce qui compte vraiment. Le stoïcisme le dit clairement. Ce qui n'est pas sous ton contrôle ne mérite pas ton anxiété. Et cela inclut ceux qui n'apparaissent que pour soustraire, ces pensées qui se répètent comme un écho toxique, ces promesses que tu t'es faites et qui n'ont plus de connexion avec ce que tu es aujourd'hui. Il faut du courage pour fermer, parce que fermer implique d'accepter. Cela implique de regarder en face et de dire « cela ne me sert plus, cela ne me représente plus, cela ne me permet plus de grandir ». Mais beaucoup de gens ne ferment pas par peur de la solitude, par peur du vide qui reste quand une porte se ferme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce vide n'est pas l'ennemi. C'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau
d'authentique, qui vibre avec ton présent, puisse entrer. Nous vivons tellement remplis de bruit, d'engagements que nous ne ressentons plus, de relations forcées, de routines mortes, que nous oublions combien il peut être libérateur de choisir à nouveau. Ferme la porte aux excuses que tu te répètes chaque semaine, à cette voix intérieure qui te convainc que plus tard sera le moment. Ferme la porte à cette relation qui n'existe que par inertie, à ce projet que tu as abandonné émotionnellement il y a des mois, mais que tu continues de traîner pour ne pas sentir que tu as échoué. Ferme la porte au besoin d'expliquer ton processus à celui qui ne le comprend pas. Ferme la porte à la culpabilité héritée, à l'obligation de toujours répondre, à la peur de décevoir en te priorisant. Il ne s'agit pas de vivre avec froideur, il s'agit de vivre avec concentration. Il s'agit de comprendre que ton énergie est limitée et que tu ne peux pas continuer à la disperser sur 1000 fronts sans direction. Être sélectif avec ce que tu permets dans ton esprit et dans ta vie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Et quand tu commences à fermer fermement ce qui ne te correspond plus, quelque chose s'active en toi. Une nouvelle force. Une clarté qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de porter l'inutile. Ferme sans trop t'expliquer. Ferme même si ta voix tremble. Ferme avec respect, mais aussi avec détermination. Parce que tu n'es pas venu pour gaspiller ton énergie sur ce qui te retient, tu es venu pour l'utiliser pour créer quelque chose de réel. Et cela ne commence que lorsque tu as le courage de fermer avec décision tout ce qui te draine, même si cela fait mal au début. 3. Ne t'explique plus. Il y a des cages qui ne sont pas faites de barreaux mais de mots. Des explications interminables, des justifications qui se traînent comme des chaînes, des tentatives désespérées d'être compris, acceptés, validés. C'est comme être piégé dans une salle d'interrogatoire invisible où l'on s'assoit chaque jour pour donner des raisons de comment on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on choisit, de ce que l'on laisse derrière soi. Mais le plus absurde, c'est que personne ne t'a forcé à entrer là. C'est toi qui as appris à vivre en t'expliquant, comme si le simple fait d'être n'était pas suffisant. Depuis notre plus jeune âge, on nous conditionne à rendre des comptes, à expliquer pourquoi nous voulons quelque chose, pourquoi nous ne le voulons pas, pourquoi nous ressentons ainsi, pourquoi nous changeons d'opinion, pourquoi nous choisissons différemment. Et sans nous en rendre compte, cela devient une habitude toxique. Nous commençons à porter le besoin de justifier chaque pas, comme si être cohérent avec nous-mêmes était un crime. Et le pire, c'est que, même si tu t'expliques 1000 fois, ce ne sera jamais suffisant pour celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Parce que celui qui ne veut pas comprendre ne manque pas d'informations, il manque de volonté. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas vivre en fonction du regard des autres. Tu n'as pas à demander la permission d'être qui tu es, ni à rédiger un discours chaque fois que quelque chose en toi change. La transformation personnelle est un processus silencieux, intime, profond. Ce n'est pas un spectacle pour que le reste applaudisse ou critique. Quand tu vis avec un but, tu te rends compte qu'il n'y a pas de temps à perdre à convaincre qui que ce soit. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'approbation, c'est la direction. Et si quelque chose te donne la paix, te renforce et t'aligne avec ta vérité, cela n'a pas besoin d'explication. Cela se soutient seul. Bien sûr, il y aura ceux qui se fâcheront, ceux qui t'accuseront d'être froid, distant, égoïste. Mais souvent, cela n'est que le reflet de leur malaise face à ta fermeté. Parce que lorsque quelqu'un cesse de s'expliquer, il commence à déranger ceux qui se nourrissaient de ses doutes. Et c'est là que tu dois rester ferme. Parce que ta liberté vaut plus que n'importe quel jugement. Il ne s'agit pas non plus de couper tous les ponts, de devenir inaccessible ou arrogant. Il s'agit de cesser de négocier ton authenticité pour apaiser les insécurités des autres. Si tu dois expliquer tout ce que tu fais pour ne pas perdre d'affection, alors cette affection n'a jamais été réelle. Si tu dois justifier tes décisions encore et encore pour éviter les critiques, alors tu construis ta vie sur du sable. Il vaut mieux qu'on te remette en question de l'extérieur plutôt que de te trahir de l'intérieur. Ne t'explique plus pour dire non.
Ne t'explique plus pour choisir le silence. Ne t'explique plus pour fermer des cycles qui ne t'apportaient plus rien. Ne t'explique plus pour prioriser ta santé mentale, pour vouloir la paix, pour changer de cap, pour rêver grand, pour t'éloigner du bruit, pour vouloir plus de la vie. Celui qui veut être là comprendra par les faits. Et celui qui ne veut pas comprendre ne le fera pas même avec un manuel complet. Parfois, le plus grand acte d'amour de soi est de dire peu et d'agir beaucoup. Parce que les explications prolongées épuisent, te font douter, te distraire de l'important. Ton énergie n'est pas pour convaincre quelqu'un de ton chemin. Elle est pour le parcourir avec fermeté. Alors libère-toi de cette prison de mots. Vis, décide, change, avance et laisse tes actes parler pour toi. 4. Déconnecte-toi pour revenir à toi. Nous sommes comme un chargeur branché toute la journée, connecté à plusieurs appareils en même temps. Réseaux sociaux, messages, courriels, actualités, problèmes des autres, opinions non sollicitées. Tout exige ton attention, tout crie, tout te tire. Et toi, au milieu de ce bruit constant, tu essaies de penser, de ressentir, de décider. Mais comment trouver la clarté si tu ne te déconnectes jamais du monde extérieur pour écouter le monde intérieur? Nous vivons tellement connectés que nous oublions que nous sommes aussi des êtres qui ont besoin de silence, de pause et d'espace pour se rappeler qui nous sommes vraiment quand personne ne nous regarde. Se déconnecter ne signifie pas disparaître ni abandonner les responsabilités, c'est revenir à soi. C'est éteindre pour un moment le bombardement constant de stimuli pour retrouver ton focus, ton énergie, ta voix. Parce que si tu vis en réagissant à ce qui se passe à l'extérieur, tu n'auras jamais le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Et si tu ne te sens pas bien à l'intérieur, rien de ce que tu obtiens à l'extérieur n'aura de sens. Le stoïcisme parle beaucoup d'introspection, non pas comme un acte mystique, mais comme une pratique quotidienne. Un moment de réflexion, d'observation consciente. Marc Aurèle le disait clairement. La tranquillité vient quand tu arrêtes de regarder à l'extérieur et que tu commences à regarder à l'intérieur. Mais ce regard n'est possible que si tu te donnes la permission de te déconnecter, même pour un moment, de tout ce qui ne t'appartient pas. Parce que la majorité vit en mode automatique. Ils se lèvent, vérifient leur téléphone, se remplissent d'informations inutiles, se comparent, s'inquiètent de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, se frustrent, s'épuisent et retournent dormir avec l'esprit saturé. Ainsi passent des jours, sans même se demander si ce rythme a un sens, si cette façon de vivre les rapproche de quelque chose de réel ou les maintient simplement occupés pour ne pas penser. Se déconnecter est un acte de rébellion dans un monde qui veut te distraire. C'est t'asseoir avec toi-même sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, juste être, ressentir, écouter ce qui se passe en toi. Et cela, au début, est inconfortable, parce que lorsque tu éteins le bruit, tout ce que tu as évité de ressentir apparaît. Mais c'est justement là que se trouve la clé. Tu ne peux pas guérir ce que tu n'oses pas affronter. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne te permets pas d'observer avec sincérité. Et il n'est pas nécessaire de partir pour une montagne ou de disparaître de la carte. Il suffit de fixer des limites, de choisir des moments de la journée où le téléphone n'existe pas, où tu ne réponds pas à tout immédiatement, où tu ne t'exposes pas à tant de contenu inutile. Il suffit d'arrêter d'absorber des problèmes qui ne t'appartiennent pas, d'arrêter de vivre pour plaire, de lâcher cette addiction à être toujours disponible. Parce que personne ne peut être disponible pour les autres s'il n'est pas d'abord disponible pour lui-même. Déconnecte-toi pour revenir à toi, pour écouter ton intuition, pour te demander ce dont tu as vraiment besoin, pour reconsidérer où tu vas. Parce que lorsque tu te déconnectes du bruit, tu ne t'isoles pas, tu te reconnectes. Et c'est dans cet espace de pause que les vraies réponses se produisent. Les décisions deviennent plus fermes, l'esprit plus clair, l'énergie plus concentrée. Tu ne peux pas être maître de ta vie si tu es captif de stimuli qui ne te laissent pas penser. Alors déconnecte-toi. Non pas par mode, non pas par évasion, mais pour la santé mentale, pour la force intérieure, par respect pour toi.
Éteins le bruit pour que la direction revienne. Ferme l'excès de portes externes pour que la tienne s'ouvre. Parce que seul celui qui apprend à être avec lui-même, vraiment, est capable de marcher en toute sécurité vers n'importe où. 5. Fais un audit de ta vie. Imagine que ta vie est une entreprise. Chaque pensée est un investissement, chaque décision est une dépense, chaque habitude est un employé et chaque relation est un partenariat. Maintenant, imagine que tu ne vérifies jamais les bilans, que tu n'as aucune idée de l'énergie que tu perds, ni des domaines qui continuent à fonctionner par inertie sans apporter quoi que ce soit. Imagine que tu continues à embaucher des habitudes nuisibles, à maintenir des contrats émotionnels toxiques et à financer des projets déjà en faillite. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu vis sans faire un audit personnel. Tout semble fonctionner à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des fuites, du chaos, du désordre déguisé en stabilité. Faire un audit n'est pas s'asseoir et se juger durement, c'est s'asseoir calmement et voir les choses telles qu'elles sont. C'est se regarder sans excuse, sans fioriture, sans le filtre de l'auto-justification. Où dépenses-tu ton énergie? Quelles habitudes nourris-tu chaque jour? Quelles pensées se répètent et te sabotent? Quelle personne as-tu près de toi et comment affecte-t-elle ton équilibre? À quoi dis-tu oui sans te demander si tu le veux vraiment? Combien de ta vie actuelle est en accord avec qui tu es et combien répond à des attentes que tu ne reconnais même plus? Les stoïciens pratiquaient l'auto-évaluation constante. À la fin de la journée, ils réfléchissaient à leurs actions, leurs erreurs, leurs réussites et utilisaient cette analyse non pas pour se punir, mais pour affiner leur caractère. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu n'es pas prêt à revoir. Tu ne peux pas avancer avec direction si tu ne sais pas d'où tu pars. Et la vérité est que la plupart des gens ne veulent pas se regarder avec honnêteté parce que ça fait mal. Ça fait mal d'accepter que tu as investi du temps dans ce qui ne te mène nulle part. Ça fait mal de reconnaître que tu as maintenu des liens par peur d'être seul. Ça fait mal de voir que tu as construit des habitudes qui sabotent ta paix. Mais ce malaise est le point de départ d'un véritable changement. Auditer ta vie implique d'éliminer ce qui ne fonctionne plus. Cela implique de fermer des cycles, de faire des ajustements, de dire au revoir, de redéfinir ce que signifie le succès pour toi, de lâcher le besoin de suivre le scénario des autres. C'est prendre un carnet et noter crûment ce qui te nourrit, ce qui te stagne, ce qui te pousse, ce qui t'épuise. Et après cela, commencer à prendre des décisions plus conscientes. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de choisir chaque jour avec plus de clarté. Et voici le plus important. Tu ne peux pas déléguer cette tâche. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Personne d'autre ne sait ce que tu ressens en silence, ce dont tu rêves quand personne ne te voit, ce qui te fait mal, même si tu ne le dis pas. Cet audit est personnel, privé, direct. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu as juste besoin de commencer. Et de le faire avec rigueur. Parce que ta vie n'est pas une expérience, c'est ta seule véritable opportunité de construire quelque chose qui en vaut la peine. De temps en temps, il faut s'arrêter et vérifier. Ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ce que tu repousses, ce à quoi tu fuis, ce que tu refuses de voir. Parce que si tu ne le fais pas, la vie le fera pour toi. Et quand cela arrive, le coût est plus élevé. Alors n'attends pas que tout s'effondre pour mettre de l'ordre. N'attends pas de tout perdre pour apprécier l'essentiel. Fais l'audit maintenant, avec les yeux grands ouverts et le cœur prêt à être mal à l'aise si cela signifie se réveiller. 6. Déclare ton engagement envers toi-même. Il y a des promesses qui se font à haute voix, avec des témoins, des applaudissements et des célébrations. Et il y en a d'autres qui se font en silence, devant le miroir, avec le regard fixe et les dents serrées. Ces dernières sont les plus importantes, car elles ne cherchent pas l'approbation, elles cherchent la transformation. Déclare ton engagement envers toi-même comme celui qui se marie avec une cause, pas avec une excuse. Comme celui qui signe un pacte inébranlable, pas avec ce qui lui convient aujourd'hui, mais avec ce qui le rendra plus fort demain.
Parce que si tu ne t'engages pas envers toi-même, personne d'autre ne le fera pour toi. S'engager envers soi-même n'est pas une jolie phrase ni une mode passagère. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te sabote, tout ce qui te fait reculer, tout ce que tu as laissé affaiblir ton caractère. C'est arrêter d'être tiède avec toi-même, arrêter de négocier avec tes objectifs, arrêter de repousser ce que tu sais que tu dois faire. La discipline émotionnelle commence lorsque tu arrêtes de rompre les promesses que tu te fais en privé. Quand tu en as assez de tes propres excuses et que tu décides, une fois pour toutes, de rester ferme, même si personne ne t'applaudit. Les stoïciens ne parlaient pas de motivation, ils parlaient de devoir. Parce qu'ils savaient que la motivation est volatile, mais que l'engagement véritable est inébranlable. Et c'est ce que tu dois construire avec toi-même. Une relation où les accords ne sont pas rompus par caprice, où l'on n'abandonne pas le chemin chaque fois que la fatigue se fait sentir, où l'on ne trahit pas le progrès pour une gratification momentanée. Tu dois devenir quelqu'un qui se prend au sérieux, qui se respecte assez pour tenir ce qu'il promet, même quand personne ne regarde. S'engager envers soi-même, c'est arrêter de chercher des sauveurs, c'est assumer que personne ne viendra changer ta vie pour toi. Qu'il n'y a pas de solution magique, de personne parfaite, de coup de chance qui résout tout. C'est comprendre que si quelque chose doit changer, cela doit commencer par toi. Et pour que cela se produise, tu as besoin d'une décision radicale. Pas de celle qui dure une semaine, mais de celle qui résiste aux tempêtes. Et bien sûr, il y aura des jours où tout te semblera lourd, où tu n'auras pas envie, où tu auras l'impression de reculer. Mais l'engagement ne concerne pas le sentiment, il concerne le soutien. De rester debout même lorsque le corps tremble, même lorsque tout semble bouger. Parce que s'engager envers soi-même est un acte d'amour féroce, de loyauté absolue, de respect profond pour sa propre vie. Fais-le comme celui qui signe un contrat sacré, consciemment, sans te promettre la perfection, mais bien la présence. Sans exiger d'être invincible, mais bien courageux. Déclare que tu vas te choisir tous les jours, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que tu n'es pas ici pour vivre à moitié, pour passer inaperçu, pour te contenter du minimum. Tu es ici pour construire une version de toi qui soit digne d'admiration, non pas pour ce qu'elle réalise, mais pour la fermeté avec laquelle elle se tient. N'attends pas d'avoir plus de temps, plus de soutien, plus de conditions. Déclare-le maintenant. Déclare ton engagement envers toi-même avec la force de celui qui n'est plus disposé à vivre en pause. Et que chaque action, chaque mot, chaque décision soit la confirmation quotidienne de ce pacte. Parce que lorsque tu t'engages vraiment envers toi-même, le monde change. Non pas parce que tout s'arrange, mais parce que tu deviens capable de traverser n'importe quoi sans perdre le cap. 7. Tais ce qui ne mérite pas ta voix. Ta voix est comme une épée aiguisée. Elle n'est pas faite pour être brandie dans n'importe quelle direction, ni pour être usée dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Elle est faite pour trancher le mensonge, pour ouvrir des chemins, pour protéger l'essentiel. Mais si tu utilises cette épée pour discuter avec des imbéciles, pour te justifier devant ceux qui ne te respectent pas, pour te défendre contre des attaques vides ou pour alimenter des conversations sans but, tu finiras avec la gorge sèche et l'âme épuisée. Il y a des choses qui ne méritent pas ta voix, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à être plus fort sans crier. Se taire n'est pas se rendre, c'est choisir, c'est te rendre compte que tout ne mérite pas une réponse, que tout n'a pas besoin d'être corrigé, que tout ne vaut pas ton énergie. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, le véritable pouvoir réside dans celui qui sait quand se taire. Parce qu'il y a des silences qui ne sont pas de la soumission, mais de la stratégie. Il y a des silences qui ne viennent pas de la peur, mais de la clarté. Et quand tu apprends à garder ta voix pour ce qui compte vraiment, tout change. Le stoïcisme enseigne qu'on ne doit pas réagir à tout ce qui nous provoque, que la véritable maîtrise est de se gouverner soi-même et non d'essayer de contrôler les autres. Épictète disait que ce qui te touche n'est pas ce qu'on te dit, mais l'interprétation que tu en fais. Et si tu sais qu'une chose n'a pas de valeur,
tu n'as pas besoin de le crier. Tu as juste besoin de t'en éloigner. Parce que quand tu donnes ta voix à l'insignifiant, tu le rends plus fort. Quand tu réponds avec colère à l'absurde, tu tombes juste dans le jeu que tu voulais éviter. Ce n'est pas facile. Nous sommes entourés de bruit. Les opinions des autres, les commentaires sans sens, les provocations bon marché, les jugements déguisés en conseils. Tout le monde veut donner son avis sur ta vie. Tout le monde pense avoir le droit de te dire ce que tu devrais faire, comment tu devrais te sentir, quand tu devrais parler. Mais tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque décision ni de justifier chaque silence. Tu as le droit de te taire. Tu as le droit de garder ton énergie pour ce qui construit, pour ce qui transforme, pour ce qui a du sens. Taire ce qui ne mérite pas ta voix est aussi un acte interne. C'est faire taire ce dialogue toxique qui te répète que tu n'es pas assez, qui te fait douter de toi chaque fois que tu fais un pas. C'est arrêter de nourrir des pensées qui t'affaiblissent, de répéter des histoires qui n'ont plus de validité, de croire à cette partie de toi qui ne parle qu'à partir de la peur. Ton esprit a aussi besoin de filtres, il a aussi besoin d'ordre, il a aussi besoin d'apprendre à taire ce qui est inutile. Et ne confonds pas le silence avec la passivité. Le silence, bien utilisé, est du pur pouvoir. C'est la base pour agir avec précision. Parce que quand tu n'es pas occupé à répondre tout le temps, tu peux observer avec plus de clarté, tu peux décider avec plus de fermeté, tu peux avancer sans te distraire. Celui qui répond à tout s'épuise, celui qui choisit quand parler se renforce. Ne gaspille pas ta voix dans des batailles sans but. Ne crie pas dans des pièces où personne n'écoute. Ne discute pas avec celui qui ne cherche pas à te comprendre. Utilise ta voix avec intention. Garde-la pour ce qui élève, pour ce qui guide, pour ce qui bouge. Parce que ta voix n'est pas faite pour survivre dans le bruit, elle est faite pour diriger dans le silence. 8. Arrive avant l'excuse. Il y a une fissure invisible entre l'intention et l'action. Et dans cette fissure, si tu n'arrives pas en premier, l'excuse s'infiltre. L'excuse est comme une ombre qui marche toujours derrière toi, attendant que tu baisses ta garde, que tu te distrais, que tu repousses de 5 minutes ce que tu sais que tu dois faire. Elle ne crie pas, elle ne pousse pas, elle ne menace pas, elle murmure. Elle te dit qu'il vaut mieux attendre demain, que tu es fatigué aujourd'hui, que tu n'es pas encore prêt. Si tu lui donnes de l'espace, elle s'installe. Si tu lui donnes du temps, elle prend le contrôle de toi. Mais si tu arrives en premier, si tu agis avant qu'elle ne parle, tu la laisses impuissante. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, il s'agit d'agir avant d'entrer dans ce cycle mental où tout est justifié. Parce que l'excuse trouvera toujours une raison logique pour t'arrêter. Elle est experte pour te convaincre qu'il ne se passera rien si tu cèdes un peu, que tu mérites de te reposer même si tu n'as rien fait, que tu peux essayer plus tard, même si tu sais que ce plus tard arrive rarement. Et si chaque jour tu arrives en retard à tes décisions, si chaque jour tu réagis au lieu d'anticiper, tu perds du terrain. Ta volonté s'affaiblit, ton focus se dilue, ta discipline se brise. Le stoïcisme enseigne que le moment idéal pour agir est maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tout sera en ordre. Maintenant. Parce que la vie n'attend pas, le temps ne s'arrête pas, et tu ne peux pas continuer à repousser la version de toi que tu mérites de construire. Marc Aurèle le disait sans détour. Fais ce que tu dois faire. Ne perds pas de temps à discuter de ce que devrait être la vie. Vis-la. Et vivre ne signifie pas tout penser 100 fois. Cela signifie décider et agir avant que le sabotage interne ne prenne le contrôle. Arriver avant l'excuse, c'est se lever dès que le réveil sonne, sans négocier 5 minutes de plus. C'est commencer l'entraînement quand ton esprit dit que ce n'est pas un bon jour. C'est s'asseoir pour travailler quand tout en toi veut continuer à repousser les tâches. C'est prendre le téléphone et passer cet appel qui te dérange tant. C'est écrire ce message difficile, avoir cette conversation inconfortable, commencer ce projet que tu imagines depuis des années. C'est arriver en premier. Avec détermination, avec fermeté, avec l'état d'esprit de celui qui n'attend pas de se sentir prêt pour commencer. Parce que la vérité est que tu n'auras pas toujours envie.
Tu ne seras pas toujours motivé. Mais si tu attends toujours d'avoir le moral idéal, tu vas perdre des opportunités réelles. Les gens qui transforment leur vie ne sont pas ceux qui en font plus quand ils se sentent bien. Ce sont ceux qui agissent de la même manière quand ils se sentent mal. Ce sont ceux qui anticipent le sabotage. Ceux qui répondent avant que le doute ne s'installe. Ceux qui construisent l'habitude de décider sans tant de drame interne. Ne laisse pas l'excuse gagner du terrain. Ne te laisse pas convaincre par des mots doux. Ne laisse pas l'excuse prendre des décisions pour toi. S'il y a quelque chose que tu dois faire, fais-le. Ne pense pas trop. Ne tourne pas autour du pot. Arrive en premier. Parce que celui qui arrive en premier prend le contrôle, et celui qui prend le contrôle change son destin. Ta vie ne changera pas avec de belles intentions, elle changera avec des actes courageux. Et pour cela, tu as besoin d'arriver avant l'excuse, tous les jours, jusqu'à ce que ton engagement soit plus fort que ton confort.